Mon nom est Nancy Hart. J'ai 58 ans et je gère un lieu de mariage à la campagne, dans le Connecticut. En 20 ans de carrière, j'ai tout vu. Des mariés hystériques, des mariés qui partaient en courant à la dernière minute, des mères qui déchiraient des bouquets de fleurs en pleurant. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais moi-même partie d'une histoire pareille. Ma nièce Brooke, c'est comme une fille pour moi. Je l'ai élevée après la mort de ma jeune sœur. Et maintenant, elle allait se marier. Le mariage devait avoir lieu chez moi, avec mon équipe et à mes frais. Et puis j'ai découvert que je n'étais pas invitée à sa fête de mariage. Non pas par manque de place. Non pas parce que je vivais trop loin. Mais parce que, selon ses propres mots, j'étais une mauvaise ambiance, trop vieille, trop décalée par rapport à l'esthétique de ses amis. Alors, j'ai fait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, j'ai simplement ouvert mon ordinateur portable. Et le jour où elle est arrivée, vêtue d'une robe blanche, une coupe de champagne à la main, la porte était fermée. Au cours des 2 dernières décennies, j'ai géré un lieu de mariage juste à l'extérieur de Hartford, dans le Connecticut. Un domaine rustique et charmant, niché derrière des érables et de vieux murs de pierre. Le genre d'endroit qui donne aux gens l'envie de croire à nouveau aux contes de fées. J'ai construit cet endroit de A à Z. J'y ai mis toutes mes économies, mon temps, toute mon identité dans chaque centimètre carré. Je connaissais chaque arbre sur la propriété, chaque craquement des vieux planchers, chaque rayon de lumière de l'après-midi qui passait à travers les vitraux de la chapelle. Mais bien avant que ce lieu n'existe, j'étais une femme qui élevait une enfant qui n'était pas la sienne. Brooke est entrée dans ma vie quand j'avais 35 ans. Sa mère, ma jeune sœur, est morte dans un accident de voiture un soir d'octobre. Je me souviens du son du téléphone qui sonnait, de l'engourdissement de mes jambes quand j'ai répondu, de la façon dont le monde a basculé quand l'agent au bout du fil a expliqué ce qui s'était passé. Je me souviens d'avoir conduit pendant 4 heures sans réfléchir, d'être arrivé à l'hôpital pour trouver une fillette de 6 ans, aux yeux écarquillés, accrochée à la main d'une infirmière, confuse, effrayée et soudainement orpheline de mère. Il n'y a pas eu de discussion, pas de débat. Je n'avais pas d'enfant, mais je n'ai pas hésité. J'ai ramené Brooke à la maison avec moi le soir même. Nous vivions dans un petit appartement au-dessus d'un restaurant à l'époque. Je travaillais encore de longues heures en tant que gérante de service traiteur, jonglant avec les événements, la paperasse et les nuits sans sommeil. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous en sommes sortis. Je lui tressais les cheveux avant l'école. Je lui préparais ses déjeuners. Je lui lisais des histoires le soir, et je m'allongeais à côté d'elle quand elle faisait des cauchemars. J'aidais pour les devoirs, j'assistais aux réunions de parents d'élèves, et je conservais tous les petits dessins qu'elle faisait, avec des paillettes et de la colle. Elle m'appelait tante Nancy au début. Finalement, c'est devenu juste Nancy. Et même si je n'ai jamais été sa maman, j'étais celle qui était là, jour après jour, pour chaque genou écorché, chaque projet oublié, chaque fête d'anniversaire manquée. J'étais celle qui restait. Quand elle a eu 12 ans, nous avons déménagé dans une petite maison en bordure de la ville. J'ai contracté un 2e emprunt et j'ai acheté un domaine abandonné avec l'idée de le transformer en lieu de mariage. C'était un pari risqué, mais j'avais besoin de quelque chose qui puisse nous faire vivre toutes les deux. Brooke m'a aidé à peindre les murs, à poncer les rampes, à planter des fleurs le long du chemin qui menait à la grange. Elle a grandi avec cet endroit, tout comme j'ai grandi dans mon rôle de gardienne et d'entrepreneuse.
Au lycée, Brooke était brillante et belle, et juste un peu rebelle. J'étais stricte, mais pas méchante. Je voulais qu'elle se sente soutenue, mais pas étouffée. Je l'ai laissée faire ses erreurs, mais j'étais toujours à proximité, prête à la rattraper quand elle tombait. Quand elle est entrée à l'université, hors de l'État, j'ai pleuré sur le parking après l'avoir déposée. Je lui envoyais des colis chaque mois, du mac and cheese, des sachets de thé, des notes manuscrites, pliées entre des chaussettes et du shampoing. J'ai payé ses frais de scolarité sans lui dire que j'avais contracté une deuxième hypothèque. Je n'ai jamais manqué un appel téléphonique, jamais raccroché sans dire « Je t'aime ». Elle a obtenu un diplôme en marketing et a déménagé à New York. Nous sommes restés en contact, appels hebdomadaires, SMS, visites occasionnelles. Mais la distance a tendance à estomper les gens. Je l'ai vue devenir quelqu'un d'autre, plus tranchante, plus raffinée, plus prudente avec ses mots. Elle s'est fait de nouveaux amis, a rejoint de nouveaux cercles. Je ne comprenais pas toujours le monde dans lequel elle évoluait, mais je la soutenais. Quand elle s'est fiancée, elle m'a appelé en premier. Sa voix était haletante d'excitation. Elle a dit « Nancy, je veux que le mariage ait lieu chez toi. Aucun autre endroit ne me conviendrait. » J'ai tellement souri que mes joues me faisaient mal. Je lui ai dit bien sûr que ce serait mon cadeau, qu'elle n'avait à se soucier de rien. Elle m'a remercié une centaine de fois. Elle a dit que j'avais réalisé ses rêves. Je l'ai cru. Je me suis assise ce soir-là et j'ai commencé à planifier. J'ai dégagé le calendrier. J'ai rencontré des fleuristes et des traiteurs. J'ai créé un dossier intitulé « Mariage de Brooke ». Je l'ai décoré avec des fleurs séchées et j'ai glissé une photo d'elle, petite fille, à l'intérieur du rabat, parce que c'est ce qu'elle était pour moi. Pas la femme de Manhattan, avec des publications Instagram travaillées et une garde-robe minimaliste. Elle était toujours la petite fille, en bottes de pluie, qui courait dans la prairie derrière notre maison. Elle était toujours à moi. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était un jeudi après-midi quand je l'ai appris. Je venais de finir une réunion avec un fleuriste, un de mes fournisseurs habituels, qui préparait un devis pour le mariage de Brooke, et j'ai décidé de m'asseoir dans mon bureau pour rattraper mon retard sur les emails. Le soleil d'automne se déversait à travers les grandes fenêtres, projetant une lumière dorée sur mon bureau. Je me souviens de la façon dont la lumière touchait tout, rendant tout si chaleureux, si plein de promesses. Ce moment, comme tant d'autres avant lui, ressemblait à la paix. Puis mon téléphone a vibré. C'était une notification d'Instagram. Je ne garde pas les alertes activées d'habitude, mais Brooke avait tagué le compte de mon lieu de mariage dans une story la veille, et l'application m'avait signalé une nouvelle activité. Je l'ai ouverte distraitement, m'attendant à voir d'autres tableaux d'inspiration ou des aperçus de palettes de couleurs. Mais à la place, je me suis retrouvée à regarder un groupe de jeunes femmes en pyjama de soie, tenant des flûtes de champagne, riant devant un arrière-plan de suites d'hôtels somptueusement décorés. Le week-end de la fête prénuptiale commence, lisait une légende. Une autre photo montrait une table dressée pour un brunch, des cartes de noms, des centres de table floraux, des bougies. Brooke était assise au centre, ses cheveux bouclés en douces vagues, une écharpe sur sa poitrine qui disait « Futur mariée ». Son sourire était radieux. Ses amis la flanquaient de chaque côté, chacune vêtue de robes assorties, la portant un toast avec des verres de prosecco. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé. J'ai fait défiler. Il y avait des photos, des vidéos, des tags. Tout le monde était là. Ses amis de l'université,
ses collègues de New York, même Rachel, la fille de ma voisine que Brooke gardait autrefois. Mais il n'y avait pas de message, pas d'email, pas d'appel téléphonique, pas d'invitation, pas même une mention. On ne m'avait rien dit au sujet d'une fête prénuptiale, encore moins demandé de m'y joindre. J'ai vérifié mon calendrier, convaincu d'avoir manqué quelque chose. Peut-être que l'invitation s'était perdue. Peut-être qu'elle avait envoyé un SMS et que je ne l'avais pas vue. J'ai cherché dans ma boîte de réception, mes messages, même mon dossier de spam. Rien. Ce sentiment de vide dans mon estomac s'est approfondi. Je suis restée immobile pendant un long moment, mon téléphone à la main, regardant le flux de joie arrangé se dérouler en temps réel. Les légendes, les hashtags, Igas bonne sonde, seulement, Igas bright squad, Igas passe de drame que de l'amour. Chacun d'eux était comme une brique placée doucement entre nous. Un message subtil, mais un que je ne pouvais pas ignorer. J'ai finalement ouvert notre dernier fil de discussion. Par SMS, j'ai fait défiler jusqu'à son dernier message, un simple « Merci encore pour tout, Nancy. J'ai hâte pour le grand jour. » Rien sur la fête, rien sur le week-end, rien sur moi. J'ai écrit un message, quelque chose de léger. Les photos de ta fête sont magnifiques, tout est parfait. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai supprimé. Je ne pouvais pas faire semblant que je n'étais pas blessée. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé l'une de mes jeunes employées pour passer en revue le programme final de mise en place. Nous avons discuté un moment, et au milieu de la conversation, elle a hésité et a demandé « Au fait, tu as décidé de ne pas aller à la fête de Brooke ou… » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a marqué une pause, puis a dit doucement « J'ai entendu Brooke parler à l'une de ses amies pendant la visite du lieu. Elle a dit qu'elle ne t'avait pas invité, parce qu'elle pensait que ce serait gênant. » Ce mot a atterri comme une pierre. Elle a continué, prudemment, comme si elle marchait sur du verre brisé. Elle a dit quelque chose à propos de vouloir garder l'ambiance légère. Que tu avais, et je cite, une sorte de mauvaise ambiance. Mais je suis sûre qu'elle ne voulait pas dire. Je n'avais pas besoin d'entendre le reste. Je l'ai remerciée, j'ai mis fin à l'appel, et je suis restée assise en silence. Mauvaise ambiance. Après 20 ans. Après des genoux écorchés et des séances de révision tard le soir. Après des anniversaires et des larmes et des frais de scolarité et des appels téléphoniques du dimanche soir. Après toutes les heures passées à planifier son mariage, à tout rendre parfait, non seulement pour elle, mais pour la mémoire de sa mère. J'étais devenue une disruption esthétique, une présence trop dérangeante pour son monde soigneusement mis en scène. Pas assez à la mode, pas assez facile, pas assez jeune, pas assez. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mes pensées tournaient en boucle, des questions tourbillonnant comme des moucherons, ce qui avait changé, quand ça avait changé, et pourquoi je n'avais rien vu venir. Mais au fond de moi, je savais. Brooke était devenu quelqu'un qui valorisait les images plutôt que les racines, qui mesurait l'affection en partage et en pertinence. Je l'avais aimée dans le langage des sacrifices et de la constance, mais elle avait appris à s'exprimer dans quelque chose de complètement différent, quelque chose que je ne comprenais plus. Je me suis dit que je ne ferais pas de cette histoire un drame personnel, qu'elle était jeune, que c'était son moment, que je n'avais pas le droit de m'attendre à avoir une place à chaque table juste parce que je l'avais portée à travers chaque tempête. Mais il n'y avait pas de doute. Quelque chose en moi avait basculé. Pas cassé, juste brisé. Pas bruyamment, mais définitivement. Dans les jours qui ont suivi,
Je me suis déplacée dans le lieu de mariage comme si je marchais sous l'eau. Tout avait la même apparence, le même son, mais je me sentais légèrement décalée, comme si les murs écoutaient, comme si les planchers se souvenaient. Les rideaux se balançaient à leur rythme habituel, les oiseaux nichaient toujours sous les poutres près du treillis du jardin, mais je ne les regardais plus avec la même affection. Il y avait une distance entre moi et l'endroit que j'avais bâti de mes propres mains. Un silence qui n'était pas un son. C'était un espace. Brooke n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de remerciements. Elle n'a pas reconnu que j'avais vu les photos ou que je n'avais pas été là. Elle a continué avec ses plans, envoyant les chronologies à la coordinatrice que j'avais désignée, confirmant les menus, finalisant le plan de table. J'ai tout regardé se dérouler à distance, comme quelqu'un qui observe sa propre vie derrière une vitre. L'ironie, bien sûr, était que je continuais à tout faire pour elle. Je vérifiais toujours les factures. Je confirmais toujours les fournisseurs. Je lustrais toujours les fenêtres, et je sortais les bougies, et je m'assurais que les chauffages extérieurs fonctionneraient si la température baissait le soir de son mariage. Je gérais tout cela avec le même soin que pour n'importe quel autre client. Parce que c'est ce que j'étais devenue, une cliente, pas un membre de la famille, pas une gardienne, pas quelqu'un qui mérite une chaise à la table, encore moins une présence pour le prélude. Elle a délégué la plupart de la communication à son fiancé et à sa planificatrice après cela. Sa voix est devenue une absence que je remarquais dans chaque email. Elle ne signait plus ses messages avec un cœur ou un merci. Elle ne m'incluait plus dans quoi que ce soit en dehors de la logistique. C'était du business maintenant, formel, clinique. Et j'ai suivi son exemple. Je ne l'ai jamais confrontée. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Je l'avais élevée pour qu'elle soit indépendante. Je lui avais appris à gérer les choses avec grâce, à s'exprimer clairement, à honorer la vérité. Alors, je l'ai laissée dire sa vérité dans le langage qu'elle a choisi, l'omission. Il y a eu un moment, un bref, fugace instant, où j'ai envisagé d'annuler le mariage sur le champ. J'en avais le pouvoir. Le contrat, bien qu'informel, me donnait le droit de refuser d'accueillir l'événement. Je l'avais déjà fait, une fois, pour un couple qui avait violé les règles du lieu. Personne ne m'aurait blâmé si j'avais évoqué un conflit émotionnel ou un manque de paiement. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de ça, je parcourais les lieux chaque matin, prenant des notes, comptant les chaises, testant les ampoules, retouchant la peinture. J'ai balayé les marches de la chapelle. J'ai coupé des roses dans le jardin pour la suite nuptiale. J'ai organisé l'agencement du parking pour que les invités ne se mouillent pas s'il pleuvait. J'ai fait tout cela en portant une étrange lourdeur dans ma poitrine, comme un chagrin profond et ancien que je n'avais pas nommé. Les gens autour de moi ont commencé à le remarquer. Un des décorateurs m'a demandé si j'allais bien. Un fleuriste est passé et m'a dit que j'avais l'air fatiguée. J'ai acquiescé, souri et détourné la conversation, comme les femmes comme moi l'ont fait toute leur vie, transformant la douleur en politesse. Je n'étais pas prête à expliquer. Je n'étais même pas prête à l'admettre. Le soir, je m'asseyais sur le porche arrière avec un verre de vin et je regardais les lumières briller à travers les arbres. J'écoutais le léger bourdonnement de la campagne, le faible bruissement des cerfs dans les buissons. Cette terre m'avait porté à travers tant de choses, à travers la perte, à travers le sacrifice, à travers les années incertaines d'élever une enfant qui n'était pas la mienne. Et maintenant, même elle semblait sentir ce qui allait arriver.
La réunion de planification finale était prévue pour lundi. Le mariage avait lieu le samedi suivant. Je me souviens de ce détail de manière très vive, car je l'avais surligné en rouge sur le calendrier mural, pensant que ce serait le jour le plus joyeux de l'année. J'avais déjà commandé de nouveaux draps. Les panneaux avec monogramme personnalisés devaient être livrés le lendemain matin. Les traiteurs se préparaient pour 120 invités. Tout était prêt. Mais quelque chose en moi s'était déjà brisé. Il y a un genre de silence qui précède une tempête, pas le calme, mais une vibration dans l'air. On la sent dans ses dents, dans ses doigts, dans les creux derrière ses genoux. C'est le moment avant qu'un ciel ne s'ouvre, le souffle avant le tonnerre. C'est là que j'ai vécu cette semaine-là. Je n'ai pas parlé de ce que je ressentais. Je ne me suis confiée à personne. Je passais juste mes journées, faisant ce que j'ai toujours fait, tandis qu'une voix tranquille en moi répétait une seule phrase douloureuse, encore et encore. Tu n'appartiens plus à cet endroit. Le matin où j'ai pris ma décision, l'air était sec, plein de givre. Je me souviens d'avoir ouvert la porte arrière et d'être sortie pieds nus, juste un instant, sentant le froid mordre la plante de mes pieds. Ça m'a complètement réveillée d'une manière que le café n'aurait jamais pu faire. Les feuilles sur la pelouse s'étaient durcies pendant la nuit, s'enroulant sur les bords comme du papier brûlé. Le monde semblait net, clair. J'avais à peine dormi la nuit précédente. J'étais restée éveillée à fixer le plafond, comptant les fines fissures qui s'étaient formées dans le plâtre au fil des ans. J'ai essayé de me souvenir quand elles étaient apparues pour la première fois. Comme la plupart des dégâts lents, cela s'était produit silencieusement, sans cérémonie. Je ne pouvais pas identifier le moment exact où Brooke avait cessé de me voir comme de la famille, tout comme je ne pouvais pas identifier le moment où ces fissures avaient commencé à s'étendre. Mais à ce moment-là, elles étaient visibles dans tout. La réunion était prévue pour midi. Une dernière visite. Ce serait la dernière fois que les mariés seraient montés sur la propriété avant le jour du mariage. Je suis arrivée au lieu de mariage tôt, comme toujours. J'ai déverrouillé les portails latéraux, ouvert le hall principal. J'ai traversé l'espace de réception en m'assurant que tout était impeccable. Les arrangements floraux étaient arrivés pour être stockés, et l'équipe de livraison empilait des boîtes de centre de table à l'arrière. Tout semblait magnifique, impeccable, presque insultant. Je me suis tenue dans l'embrasure de la suite nuptiale, regardant le miroir de maquillage. Un miroir que j'avais installé moi-même, avec des ampoules autour du bord, comme quelque chose d'un vieux film d'Hollywood. Je me suis souvenue du jour où je l'ai installé, à quel point j'étais fière. Comment Brooke avait tournoyé devant lui, faisant semblant d'être une princesse. J'ai vu son visage là encore, pendant une seconde, superposé au mien, souriant, jeune, sans fardeau. Mais cette petite fille était partie. À sa place se trouvait une femme qui me voyait comme un bouche-trou, un outil. Quelqu'un à apprécier seulement quand c'était pratique et à jeter dès que je détonnais avec son image soigneusement travaillée. Je ne faisais plus partie de sa vision. J'étais le décor, le bruit, la mauvaise ambiance. Cette phrase continuait de tourner en boucle dans ma tête, tranchante et absurde. Mauvaise ambiance. Comme si j'étais un vieux pull qu'elle ne voulait pas porter devant ses nouveaux amis brillants. Quelque chose d'embarrassant, de non esthétique. Je l'avais nourrie, habillée, payé ses broches, je suis restée aux urgences avec elle au milieu de la nuit. Et j'étais maintenant une ambiance qui ne correspondait pas au tableau d'inspiration. Je suis allée à mon bureau, j'ai fermé la porte,
et je me suis assise devant mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé instantanément. Le logiciel de planification que j'utilisais pour le lieu de mariage était déjà ouvert, une grille à code, couleur de réservation et de paiement. J'ai cliqué sur le nom de Brooke. C'était là. Son mariage. Listé, confirmé et impayé. J'ai cligné des yeux. Pas d'acompte, pas de solde. Rien n'avait été traité. Une partie de moi le savait déjà. J'avais vu la ligne avant. Mais je n'avais pas regardé de près. Je n'avais pas voulu. Parce que dès que je le ferais, je n'aurais plus à imaginer prendre du recul. Je pourrais légalement, proprement, m'enlever complètement. J'ai survolé le bouton d'annulation avec le curseur. Mon doigt tremblait légèrement, non pas de doute, mais du poids du moment. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'en était jamais agi. Il s'agissait de valeur, de respect, de reconnaissance. Personne n'avait dit merci. Personne n'avait demandé si j'allais bien. Personne n'avait remarqué que j'avais été silencieuse depuis la fête prénuptiale. J'étais devenue invisible dans un espace que j'avais construit de mes propres mains. J'ai relu la politique que j'avais écrite moi-même. En l'absence d'un accord signé ou d'un paiement complet, le lieu de mariage se réserve le droit d'annuler l'événement avec un préavis de 72 heures. Aucune justification n'est requise. Il restait 4 jours, largement le temps. J'ai cliqué sur « Annuler ». Le système m'a demandé une raison. J'ai tapé un mot « Nul ». J'ai confirmé. La réservation a disparu de l'écran, comme si elle n'avait jamais existé. Je suis restée assise après. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. J'ai juste respiré. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais entendre le souffle entrer et sortir de mon corps sans pression derrière. Puis, je suis sortie. J'ai appelé l'entreprise de location et je leur ai dit de retarder la livraison. J'ai informé l'équipe de traiteurs qu'il y avait eu un changement de programme. J'ai parlé avec le personnel du lieu. Je leur ai dit que nous serions fermés pour le week-end et je leur ai donné leur jour de congé. Quand le téléphone a sonné, le numéro de Brooke s'affichant à l'écran, je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que le son ne me fasse plus rien. En fin de soirée, j'avais placé une simple pancarte sur le portail verrouillé. Lieu fermé. Entrée interdite. Propriété privée. J'ai éteint les lumières extérieures, verrouillé toutes les portes, et je suis rentrée chez moi. Pas par vengeance, pas pour me venger, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'avais refusé d'admettre pendant bien trop longtemps. J'avais donné plus que ce que je pouvais me permettre. Et il était temps d'arrêter de donner à des gens qui ne remarquaient pas qu'ils tenaient un cadeau. Le matin du mariage est arrivé sans cérémonie. Pas de réveil, pas de personnel arrivant. Pas de camion s'arrêtant sur l'allée de gravier. Juste le léger bourdonnement du vent dans les arbres et le son occasionnel des oiseaux qui s'étiraient dans le ciel gris. Je me suis réveillée tôt et je me suis préparé un café, tenant la tasse à 2 mains, en me tenant près de la fenêtre de la cuisine, regardant la lumière matinale se frayer un chemin à travers le champ derrière la maison. Le calme était surréaliste. Je ne ressentais rien et tout à la fois. Le lieu de mariage était calme et immobile, à seulement quelques kilomètres de là. Verrouillé, intact, en attente. Je n'y suis pas allée tout de suite. J'ai laissé les heures passer. J'ai nettoyé mon salon. J'ai fait la vaisselle de la veille. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai plié une pile de linge lentement, comme pour étirer les minutes, afin d'éviter ce qui, je le savais, allait arriver. Mon téléphone avait vibré depuis le lever du soleil. Appels, SMS, messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun.
Vers midi, les appels ont cessé, et les coups à la porte ont commencé. J'avais demandé au personnel de ne pas venir ce jour-là, et ils ont respecté ma demande. Les portails sont restés fermés. La pancarte était clairement affichée. J'avais revérifié chaque serrure, chaque lumière, chaque code. Il n'y aurait pas de mariage au domaine Art ce samedi-là. Vers 12h30, j'ai descendu la longue route de terre qui menait à la propriété. J'ai garé ma voiture juste à l'intérieur du parking secondaire, cachée derrière les haies, où les invités n'allaient généralement pas. De là, je pouvais voir le portail principal, la cour avant et le long virage de gravier, où les navettes déposaient généralement les invités. Je suis restée assise dans la voiture, le moteur éteint, à regarder. À 1h pile, la première voiture est arrivée. C'était celle de Brooke. Elle est sortie lentement, sa robe de satin blanc, déjà froissée dans le dos, tenant un verre de champagne et son téléphone. Derrière elle, un tourbillon de mouvements. Ses demoiselles d'honneur, sa maquilleuse, sa styliste. Elle riait, posait pour des photos et se dirigeait vers le portail comme si elles entraient sur un plateau de cinéma. Je pouvais entendre le son faible de la musique jouant sur l'une des enceintes portables que quelqu'un avait apportées. La joie dans leurs mouvements était répétée, travaillée, parfaite, jusqu'à ce qu'elles atteignent le portail. Brooke a tendu la main vers la poignée. Elle ne bougeait pas. Elle a tiré à nouveau, toujours verrouillée. Je pouvais la voir se pencher, confuse, tapotant ses ongles contre le métal, en essayant de regarder à l'intérieur. Puis, elle a remarqué la pancarte, lieu fermé. Entrée interdite. Propriété privée. J'ai vu la confusion se transformer en autre chose. De la frustration d'abord, puis de la panique. Elle a reculé, a regardé autour d'elle. La fête nuptiale s'est regroupée autour d'elle. Il y avait des murmures, des sourcils levés. L'une des filles a sorti son téléphone, essayant probablement d'appeler quelqu'un. Moi, peut-être, ou la planificatrice, ou l'assistante qui n'était pas là, parce que je lui avais dit de ne pas l'être. Une autre voiture est arrivée, puis une autre. Des invités en robe et en costume sont sortis, s'éventant, regardant autour d'eux avec confusion. Une femme a enlevé ses talons et a marché vers le portail pieds nus. Elle a lu la pancarte et a fait demi-tour vers sa voiture. Le fiancé de Brooke est arrivé ensuite. Il est sorti du côté passager et est allé droit vers elle, son expression tendue par la nervosité. Elle a gesticulé sauvagement avec ses bras, montrant le portail, puis son téléphone, puis vers la maison principale au-delà. Il a essayé de pousser le portail, le secouant une fois. Il n'a pas bougé. Sa voix était assez forte pour que je l'entende faiblement, à travers les haies. Mais pas ses mots exacts. Ils sont restés là pendant un long moment. Les minutes ont passé. Quelques-uns des invités ont commencé à interpeller les autres. Certains ont sorti leur téléphone. J'ai vu une personne filmer une vidéo, probablement pour les réseaux sociaux, montant déjà sa version du chaos. Quelqu'un d'autre a essayé de sauter la clôture latérale, mais s'est accroché au rebord et est retombé, vaincu. Un couple de personnes âgées, probablement des parents éloignés, ont simplement fait demi-tour et sont retournés à leur voiture sans dire un mot. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je ne me suis pas senti vengée. Je me suis senti calme, immobile. Comme on se sent quand quelque chose qui saignait s'arrête enfin. Finalement, le groupe a commencé à se disperser, lentement, de manière inégale, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire sans instruction. Quelques-unes des demoiselles d'honneur se sont assises sur le banc de pierre
à l'extérieur du portail, faisant défiler leur téléphone, évitant de se regarder dans les yeux. Brooke est resté debout. Sa robe lui collait maintenant au côté avec la sueur. Son maquillage avait commencé à couler sous la chaleur. Son sourire avait disparu. Elle a de nouveau sorti son téléphone. Elle a appelé quelqu'un. Probablement moi. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans la voiture jusqu'à ce que le parking se vide, jusqu'à ce que le groupe nuptial parte, jusqu'à ce que même l'ami le plus loyal abandonne et s'en aille. Quand la dernière voiture est partie, je suis sorti et j'ai marché jusqu'au portail. La pancarte était toujours là. Le sol était jonché de fleurs écrasées et de serviettes tachées de rouge à lèvres. Je me suis baissé, j'ai ramassé un escarpin ivoire que quelqu'un avait laissé derrière lui et je l'ai posé doucement sur le banc. Puis je me suis retourné et je suis rentré chez moi, non pas avec de la satisfaction, avec de la certitude, le genre qui n'a pas besoin d'applaudissements, juste de paix. Les retombées ont commencé presque immédiatement. Au moment où je suis rentré chez moi et que j'ai enlevé mon manteau, mon téléphone était rempli de messages, d'appels manqués, de messages vocaux et de notifications d'emails qui s'empilaient comme une vague de tempête. Je n'en ai vérifié aucun au début. Je me suis préparé une tasse de thé, je me suis assise dans mon fauteuil de lecture et j'ai laissé le poids de la journée passer à travers moi. Mon corps était calme, mais mon esprit bourdonnait comme de l'électricité statique. Pas de regret, pas de soulagement, juste les répercussions d'un effondrement attendu depuis longtemps. En début de soirée, la nouvelle s'était répandue. Le premier email est venu d'une connaissance commune qui avait assisté au mariage, ou plutôt à ce qui était censé être le mariage. Il était court et passif dans le ton, un mélange de confusion et de curiosité, se faisant passer pour de l'inquiétude. Elle a écrit que les gens se demandaient ce qui s'était passé, que certains étaient très contrariés et que je devrais peut-être faire une déclaration pour m'expliquer. Je l'ai supprimé sans répondre. Puis sont arrivés les SMS. La plupart venaient de Brooke. Des paragraphes entiers, pleins d'incrédulité, de rage, de trahison et d'un genre de sentiment d'être dans son bon droit que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis qu'elle était adolescente et qu'on lui disait qu'elle ne pouvait pas rentrer après l'heure du couvre-feu. Elle a dit que j'avais ruiné sa vie, que je l'avais embarrassée devant toutes les personnes qui comptaient pour elle, que j'avais prouvé que j'étais exactement ce qu'elle avait toujours craint, froide, théâtrale et égocentrique. Il n'y avait aucune mention des années où je l'avais élevée, aucune référence aux milliers de dollars que j'avais mis dans son éducation, aucune reconnaissance du lieu de mariage qu'elle n'avait jamais payé, aucune excuse pour la façon dont elle m'avait exclu, juste de la fureur. Je n'ai pas répondu. Les messages continuaient d'arriver. Son fiancé a écrit une fois, plus modéré, mais toujours accusateur. Il a demandé pourquoi je n'avais pas simplement parlé à quelqu'un, si j'avais un problème. Comme si être ignoré et effacé en silence étaient des malentendus et non des choix. Comme si mon silence n'avait pas déjà été accueilli par de l'indifférence. Rachel a aussi envoyé un message. Son ton était différent, plus calme, plus triste. Elle a dit qu'elle était désolée que je n'ai pas été à la fête. Elle a dit que Brooke semblait différente ces derniers temps, plus concentrée sur les apparences que sur les gens. Elle a dit que j'étais peut-être allée trop loin, mais qu'elle comprenait. C'était le seul message que je n'ai pas supprimé tout de suite. Le dimanche soir, quelques-uns des fournisseurs qui avaient été prévus pour l'événement m'ont appelé. L'un était en colère,
2 étaient mos confus. L'un a discrètement admis qu'il avait vu cela arriver. Les mariés qui ont le sentiment d'avoir tous les droits ne font pas des clients reconnaissants, a-t-elle dit. Elles font de magnifiques désastres. J'ai noté ces mots. Le lundi matin, je suis retournée sur le lieu de mariage. Les lieux étaient toujours propres. La pancarte était toujours accrochée au portail. J'ai fait le tour, prenant note des petits détails. Des fleurs qui avaient du besoin d'être taillées, une jardinière fissurée près de la fontaine, une charnière lâche sur l'un des portails arrière. J'ai pris mon temps. C'était agréable de bouger sans pression à nouveau, de récupérer l'espace en tant que mien. J'ai rencontré mon équipe plus tard dans la journée. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, simplement et sans honte. Quelques-uns étaient surpris. L'un semblait soulagé. Personne ne m'a jugé. Personne n'a démissionné. Nous avons passé l'après-midi à parcourir le calendrier pour les prochains mois, à ajuster les horaires et à nous préparer pour une collecte de fonds pour les fêtes que nous avions planifiées. La vie a continué, et nous aussi. Une semaine est passée, puis 2. Brooke n'a plus appelé. Au début, j'ai pensé qu'elle le ferait, qu'elle essaierait au moins de parler sans crier. Mais le silence entre nous s'est accru. Et en s'épaississant, j'ai commencé à le voir non pas comme une perte, mais comme une clarté. Le genre qui vient quand vous arrêtez enfin de justifier votre propre mauvais traitement. Quand vous arrêtez de considérer l'égoïsme comme de la jeunesse, ou la cruauté comme du stress. J'avais toujours fait de la place pour Brooke. Je l'avais toujours fait passer en premier. Et elle avait grandi en apprenant que l'amour signifiait une loyauté inconditionnelle, même au prix de la dignité. Mais je n'étais plus prête à incarner cette version de l'amour, ni pour elle, ni pour moi-même. Un après-midi, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. Elle venait d'une invitée qui avait assisté au mariage, une femme plus âgée que je connaissais à peine. Elle a dit qu'elle avait été choquée, bien sûr, mais après avoir entendu ce qui s'était passé, elle s'était sentie obligée d'écrire. Elle a dit que toute cette scène lui rappelait sa propre fille, comment elle avait été mise à l'écart, en douceur au fil du temps, comment sa présence était devenue gênante. Elle a terminé la note par 5 mots. « Vous avez eu raison de partir. » Je l'ai mise dans un tiroir. L'espace que Brooke avait laissé derrière elle n'est pas resté vide. Je l'ai rempli de petites choses. Jardinage, lecture, bénévolat au refuge local à nouveau. J'ai passé du temps avec des femmes qui avaient perdu leur maison et leur famille, mais pas leur gentillesse. Je leur ai ouvert le lieu un soir, juste pour un dîner. Nous nous sommes assises autour des mêmes tables où les gens portaient un toast pour toujours. Et nous avons parlé comme des gens qui savaient que rien n'est vraiment éternel. Surtout pas l'illusion. La vérité, c'est que je n'avais pas gâché le mariage de Brooke. J'avais simplement arrêté de faire semblant que c'était quelque chose qui méritait d'être célébré. Le samedi qui avait autrefois été entouré de rouge sur le calendrier du lieu de mariage est venu et est reparti sans fanfare. C'était juste un autre jour, calme et banal, marqué non pas par la musique, ou les vœux, ou l'odeur des roses dans l'air, mais par la douce lumière qui passait à travers les vitraux de la chapelle et le bruissement du vent dans les arbres nus. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'événement à gérer, pas d'invités à accueillir, pas de chaos à maîtriser. Le silence n'était pas vide, il était libérateur. Ce jour-là, je me suis réveillée tôt malgré tout. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai préparé mon café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé l'espace vide sur mon calendrier
où le mariage de Brooke avait autrefois été. Je l'ai fixé pendant un long moment, avant de fermer le carnet et de le ranger. Je n'avais plus besoin de commémorer un moment qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Et pourtant, en sirotant mon café, un souvenir m'est revenu, non invité, mais pas malvenu. Mon propre mariage. C'était un samedi de juin humide. L'air était lourd de chèvrefeuilles et de nuages d'orage. Nous étions jeunes, follement optimistes, et nous nous accrochions à une version de l'amour dans laquelle nous n'avions pas encore grandi. La cérémonie avait eu lieu dans l'arrière-cour de mes parents, sous une tente blanche, avec des coins qui s'affaissaient et des chaises pliantes dépareillées. Nous ne pouvions pas nous permettre grand-chose, mais j'avais porté une robe transmise par ma grand-mère, et je me souviens de ce que j'ai ressenti, lourd, brodé de minuscules perles qui captaient la lumière, à chaque fois que je bougeais. Le gâteau avait légèrement fondu au moment où nous l'avons coupé. Le garçon d'honneur a perdu les anneaux. Ma mère a pleuré pendant tout le toast. Et pourtant, c'était beau dans ses imperfections. Ce jour-là, je croyais être entré dans quelque chose d'éternel. Mais l'éternité a plusieurs formes. Mon mariage s'est terminé 10 ans plus tard. Pas dans le scandale, mais dans l'érosion. Le genre d'usure lente qui se produit lorsque deux personnes deviennent différentes et oublient comment parler la même langue. Il est parti le premier, mais j'avais déjà commencé à partir d'une autre manière, par le silence, par le rétrécissement des rêves, par l'effort douloureux de maintenir les choses ensemble quand rien ne semblait entier. Nous avons signé les papiers au printemps. Il a plu ce jour-là. Je m'en souviens parce que le greffier avait un parapluie avec des canards dessus, et ça m'a paru absurde que quelque chose d'aussi léger puisse nous protéger d'un moment qui semblait si définitif. Après, je suis retournée au lieu de mariage, celui que je venais de commencer à construire. Je me suis jetée dedans avec un désespoir qui ne ressemblait pas à du chagrin de l'extérieur. Il ressemblait à de la passion. Les gens ont applaudi mon élan, ma vision. Personne n'a vu que je construisais une vie à partir des cendres d'une autre. Ce mariage, celui d'il y a tant d'années, ne me traversait que rarement l'esprit. Mais ce jour-là, le même samedi que j'avais autrefois réservé pour Brooke, il est revenu avec clarté. Non pas pour me hanter, juste pour me le rappeler qui j'avais été, ce que j'avais porté, ce que j'avais survécu. Quelques jours auparavant, j'avais reçu un email d'un groupe d'aide aux femmes locales, avec lequel j'avais travaillé il y a des années. Elles cherchaient un endroit pour organiser un dîner d'hiver pour les survivantes de violences domestiques et les mères célibataires vivant dans des logements de transition. Elles avaient peu ou pas de budget et espéraient trouver quelqu'un disposé à faire don d'un espace pour une nuit. Sans hésiter, j'ai répondu. Je leur ai dit que le lieu était disponible, non seulement pour la nuit, mais pour tout le week-end. J'ai offert les tables, les draps, les bougies, un éclairage chaleureux et tout ce dont elles pourraient avoir besoin. Je leur ai dit que je m'occuperais de la nourriture. Je n'ai pas demandé de crédit. Je n'ai pas eu besoin d'un logo sur leur brochure. J'avais juste besoin que cet espace redevienne significatif. Elles ont accepté. L'équipe est arrivée la veille pour tout installer. Des femmes de tous horizons, la plupart bénévoles, se déplaçant avec une détermination tranquille. Elles ont arrangé les chaises, disposé les assiettes, plié les serviettes en triangle avec un soin méticuleux. Certaines d'entre elles regardaient le lieu avec émerveillement, comme si elles ne pouvaient pas croire que c'était réel, comme quelque chose tiré d'un film. Je les ai regardées du coin, les mains glissées dans les manches de mon pull, une boule dans la gorge,
que je n'ai pas essayé d'avaler. Le soir du dîner, la chapelle s'est remplie de voix. Pas de toasts répétés ou de rires chorégraphiés. De vraies conversations. Douces, hésitantes au début, puis plus fortes à mesure que la pièce se réchauffait. La longue table de banquet, qui était destinée à des mariés, contenait maintenant des plateaux de poulet rôti, de purée de pommes de terre, de haricots verts, de pain frais et de tranches de tarte aux pommes saupoudrées de cannelle. De la nourriture simple, de la nourriture honnête. Il y avait des enfants aussi, leurs pieds se balançant sous les chaises, des doigts collants, agrippant des verres de cidre, des visages barbouillés de chocolat, de la table des desserts. J'ai regardé une petite fille courir en cercle sous les guirlandes lumineuses que j'avais laissées d'automne. Elle riait comme si on ne lui avait jamais dit de ne pas le faire. À un moment donné, je suis sortie prendre l'air. Le froid m'a enveloppé comme un manteau, coupant et rafraîchissant. Le ciel nocturne était clair, les étoiles perçant le noir comme des piqûres d'épingles dans du papier. J'ai parcouru le périmètre du lieu lentement, m'arrêtant pour ajuster une lanterne, pour secouer la neige d'un banc. L'air sentait le pain, le bois de chauffage et la cannelle. Quand je suis rentrée, l'une des femmes, une mère avec 2 garçons et un 3e en route, se tenait sur le seuil du hall de réception, fixant simplement la pièce. Elle n'a pas parlé quand je me suis approchée. Elle a juste hoché la tête vers l'espace, les larmes aux yeux. Puis elle a dit doucement « On a l'impression d'être importante ici. » J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine à ces mots. Elles étaient importantes. Cela était important. Plus tard, quand la nuit s'est terminée et que les invités sont sortis dans le froid, emmitouflés dans des écharpes et des sacs en plastique remplis de restes, l'une des bénévoles m'a serré fort dans ses bras. Elle a dit que je devrais organiser plus de dîners comme ça. « Votre endroit est magique », a-t-elle murmuré. « Il ne devrait pas être gâché pour des gens qui ne le voient pas. » Je suis restée au centre de la pièce après le départ de tout le monde. Les assiettes étaient débarrassées, les tables nues, les lumières tamisées. Et j'ai su qu'elle avait raison. L'espace qui avait autrefois été réservé à l'image et à l'illusion était devenu quelque chose d'entièrement différent. Pas vide, pas annulé, mais récupéré. Cette date ouverte sur le calendrier n'était plus un vide. C'était un nouveau départ. J'avais toujours été quelqu'un qui croyait au don. Je donnais du temps, de l'argent, de l'espace, de l'énergie. Je donnais sans poser de questions, sans attendre en retour. Je donnais même quand ça faisait mal, même quand le don n'était pas réciproque. Et pendant la majeure partie de ma vie, je me suis convaincue que c'était ça l'amour. Que l'amour, c'était d'être là, peu importe combien de fois on t'oubliait, de pardonner avant même qu'on s'excuse, d'accepter les miettes d'affection que quelqu'un était prêt à te donner en retour. Je croyais que la constance était suffisante, mais quelque chose a changé après ce jour au portail. Ce n'était pas la vengeance qui m'avait poussé à annuler le mariage de Brooke. Ce n'était pas l'amertume, la colère ou le désir de l'humilier. Ce que j'ai fait est venu de quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus difficile à nommer, un instinct de survie. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi d'arrêter de saigner pour quelqu'un qui ne remarquerait pas la blessure. J'ai tracé une ligne, pas par cruauté, par nécessité. Ma ligne était simple. Je ne jouerais plus un rôle dans des histoires où ma valeur était conditionnelle. Après le dîner d'hiver, le lieu semblait différent, non seulement à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce qu'il était devenu. Il avait été rempli de femmes qui savaient ce que c'était d'être mises de côté,
sous-estimée, laissée pour compte. Elle ne demandait pas la perfection. Elle ne posait pas pour des photos et ne réclamait pas de composition florale supplémentaire. Elles avaient juste besoin d'être quelque part où elles ne se sentiraient pas comme un fardeau. C'est ce dont j'avais besoin aussi. Un matin, je coupais la lavande près de la chapelle, quand j'ai senti son parfum dans la brise, chaud, floral, familier. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans la chambre de ma sœur à 13 ans, assise en tailleur sur le sol, pendant qu'elle me montrait comment presser des fleurs séchées entre les pages des livres de cuisine de notre mère. Nous rions de la façon dont les pages se froissaient, et elle insistait sur le fait que cela donnait aux recettes un goût de printemps. Elle était la chaleureuse, l'impulsive, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires avec des cartes faites maison et qui s'arrêtait pour parler à chaque chien du quartier. Son nom était Maggie. Maggie était ma cadette de 4 ans, et d'une certaine façon, elle était toujours plus vieille d'esprit. C'est elle qui m'a dissuadée de mauvais rendez-vous et qui m'a apporté de la soupe quand j'étais malade. C'est elle qui appelait juste pour entendre ma voix. Et quand Brooke est née, Maggie est devenue mère, comme si elle avait attendu ce rôle toute sa vie. Elle avait cette façon de porter Brooke sur sa hanche, comme si l'enfant y appartenait, comme si elle avait toujours fait partie de son corps. Les regarder ensemble était comme regarder un poème en mouvement. Et puis, en un instant, elle est partie. L'accident s'est produit un mardi pluvieux. Je me souviens de la façon dont l'agent se tenait sur mon porche, trempé, sa casquette à la main. Je me souviens du son que j'ai fait. Un truc grave et guttural que je n'ai pas reconnu. Et puis je me souviens de Brooke, sa petite main serrée dans la mienne, les yeux écarquillés et silencieuses, posant des questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. Devenir sa tutrice n'a pas été une décision. C'était un réflexe. J'ai déplacé son berceau dans ma chambre, j'ai acheté une poussette d'occasion, j'ai commencé à travailler en double service. J'ai fait les choses que Maggie aurait faites. J'ai essayé de maintenir le rythme de l'amour de Maggie en vie, comme une chanson à moitié oubliée, mais jamais vraiment perdue. Il y a eu des moments dans ces premières années où je me tenais dans la cuisine, la même où Maggie dansait pieds nus, et je la sentais là, dans le bruit de la vaisselle, dans la façon dont la lumière du soleil touchait le linoléum. Elle était partie, mais elle avait laissé tellement de choses derrière elle. J'ai élevé Brooke avec son souvenir brodé dans chaque histoire du soir, chaque déjeuner préparé, chaque genou écorché nettoyé, embrassé et pansé. J'ai porté Maggie en avant dans les choix que je faisais, surtout les plus silencieux que personne ne voyait jamais. Alors, quand Brooke m'a traité de mauvaise ambiance, ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'elle ne me renvoyait pas simplement moi. Elle renvoyait la dernière trace de sa mère que j'avais essayé de préserver. Cette prise de conscience ne m'a pas rempli de rage. Elle ne m'a même pas rempli de tristesse. Elle a simplement atterri, lourde et immobile, comme une pierre au fond d'un puits. Je suis retournée aux routines qui me donnaient de l'ancrage. Je me réveillais tôt, j'entretenais les lieux, j'organisais les événements avec soin et patience. Mais j'ai cessé de tolérer le manque de respect. J'ai commencé à dire non. J'ai refusé des clients qui parlaient mal à mon personnel. J'ai augmenté mes prix. J'ai annulé un contrat avec un fournisseur qui m'avait toujours traité comme un plan de secours. Je ne me suis pas expliquée. Plus je traçais de limites, plus je me sentais libre. Le silence entre Brooke et moi s'est étiré. Les semaines se sont transformées en mois. Une connaissance commune m'a dit qu'elle avait reporté son mariage dans un autre lieu.
plus petit, moins extravagant. Selon les ragots, le jour s'était déroulé avec une liste d'invités plus restreinte et un peu plus d'humilité. Je n'ai pas assisté, je n'étais pas invité, je n'ai pas demandé de photos. Un matin, j'ai reçu une carte par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Elle était courte, juste quelques lignes. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit, à ce que je n'ai pas dit. Je suis désolée. Je n'ai pas été gentille. J'espère que tu vas bien. Il n'y avait pas de nom en bas. J'ai mis la carte dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais seulement si elle franchissait la ligne que j'avais tracée avec sincérité, pas avec de la culpabilité, avec la vérité, pas la manipulation. Elle devrait me rencontrer là où je me tenais maintenant, pas là où j'étais avant. Le monde ne s'est pas effondré, parce que je me suis choisie. Personne n'est venu incendier le lieu. Personne ne s'est aligné pour me punir d'avoir déçu une mariée. Le soleil s'est levé. Le vent a continué de faire vibrer les fenêtres la nuit. Les oiseaux nichaient toujours dans les combles. La vie, il s'est avéré, a continué à se dérouler très bien sans mon sacrifice constant. Cet hiver-là, j'ai organisé 2 autres dîners communautaires. J'ai lancé un club de lecture à la bibliothèque locale. J'ai rendu visite à une vieille amie que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Je me suis permis de faire de longues promenades sans mon téléphone, de cuisiner sans me presser, de faire la grasse matinée sans culpabilité. J'ai appris à passer du temps seule sans me sentir seule. Les gens comme moi, les femmes qui donnent trop, qui portent trop les besoins des autres, on nous apprend à croire que la paix doit être gagnée par l'endurance, que nous ne sommes valables que si nous sommes utiles, que l'amour doit toujours coûter quelque chose. Mais j'avais appris la vérité. La vraie paix est calme, non pas parce que rien ne se passe, mais parce que l'on ne se bat plus pour être vu. J'en avais fini de jouer la comédie de l'amour. J'en avais fini d'être polie face à la douleur. Ma limite n'était pas un mur. C'était une porte. Et cette fois, elle ne s'ouvrait que de l'intérieur.